Et si je te disais que la confiance en soi dans son couple n'a rien à voir avec qui est le plus successful des deux, qui est le plus sexy des deux, mais elle a tout à voir avec ta propre conscience de tes valeurs. Je t'explique. J'ai aidé des centaines de femmes à reprendre confiance en elles, dans leur couple, et à enfin se voir, elles aussi, comme une aubaine pour leur partenaire. À renverser la caméra. Parce que beaucoup d'entre elles me disaient j'ai jamais eu confiance en moi, et à chaque fois qu'il sort, je rumine, j'ai peur qu'il trouve quelqu'un d'autre, ou qu'il soit attiré par une autre fille, et qu'il se rende compte que je suis moins bien que lui, qu'il voit clair, qu'il me largue. Et si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que probablement tu t'es déjà dit ce genre de phrase. Et je suis là, aujourd'hui, pour te donner 4 étapes incroyablement efficaces pour enfin te voir toi aussi comme une aubaine pour ton partenaire. Et arrêter de le mettre sur un piédestal parce que guess what? Ton cerveau t'a menti là-dessus. Et je suis là pour lever le voile. Étape 1, clarifier ce que tu admires et réorienter ton focus. Lorsque vient la saison des amours et que tu vas te balader en forêt, tu pourrais avoir la chance d'observer un oiseau mâle entamer une parade nuptiale devant une femelle. Là, tu dis « What the fuck? Qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire, Margot? Elle est complètement perchée. Attends, tu vas voir où je veux en venir. » Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand un mâle entame une parade nuptiale? Il va déployer ses plumes, il va bomber son poitrail, se montrer fier, se montrer fort, il va danser, il va chanter. Et elle, la femelle, elle observe très attentivement. Pas parce qu'elle veut lui faire plaisir et qu'elle se dit, bon là, elle a un petit peu besoin de reconnaissance, je vais lui faire plaisir, je vais le regarder 5 minutes. Non, non, non. Elle observe pour évaluer. Elle va observer les plumes. Est-ce que son corps semble fort? Est-ce qu'il a l'air en bonne santé? Est-ce qu'il est vif? Ça peut paraître superficiel. Pour eux, c'est vraiment une question de survie. Parce que si le mâle, il a des plumes d'une certaine couleur, ces petits auront beaucoup plus de chances de se camoufler et de survivre. Si le mâle, il a une carrure robuste, les petits auront des gènes qui vont les rendre plus forts et donc ils auront plus de chances de survivre. Donc dans notre société occidentale, se baser sur des critères physiques, dans une logique de survie des enfants, ça peut te paraître absolument futile. Et pourtant, c'est un biais inconscient, hérité de nos réflexes primitifs. Des chercheurs comme David Buss, psychologue évolutionniste, mais aussi Helen Fisher, ont largement montré que nos critères d'attirance sont encore profondément influencés par ces mécanismes inconscients. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on confond critères d'attirance et valeurs humaines. Alors, pose-toi une question, honnêtement. À quoi tu te compares par rapport à ton partenaire pour croire que tu es inférieur en valeur à lui? Est-ce que tu observes son physique et que tu le compares au tien? Tu te dis, il fait plus de sport que moi, il mange plus healthy que moi, il a l'air beaucoup plus fit et beaucoup plus sexy que moi. C'est pas un critère de valeur, c'est un lifestyle. Le salaire peut-être, parce qu'il est plus successful au travail, parce qu'il gagne plus d'argent que toi. C'est pas un critère de valeur, c'est un critère financier. Donc déjà, quand tu commences à clarifier ce que tu admires chez lui, vraiment, la tolérance, la gentillesse, la bienveillance, l'authenticité, l'attention, être drôle, alors là, oui, on parle vraiment de valeur humaine, de qualité. C'est seulement à ce moment-là que tu peux enfin réorienter ton focus. Au lieu de croire, je suis moins bien que lui, parce que lui, il s'entraîne plus que moi, presse pause. Ok, le sport et l'alimentation, ça ne définit pas ma valeur, ça impacte ma santé, vrai. Et je peux m'inspirer de lui pour être plus en forme, pour prendre encore plus soin de moi, pour manger encore plus équilibré, au lieu de te sentir moins bien. Ou alors, s'il gagne plus d'argent que toi, presse pause. Ok, le salaire ne définit pas ma valeur, c'est une ressource financière, ça va éventuellement définir les choses que je peux m'acheter ou pas, mais ça n'a rien à voir avec ma valeur. Et si jamais ça me frustre, il peut se payer des trucs que moi je peux pas me payer, et que j'aimerais bien gagner plus et que j'aime pas mon taf, je peux encore une fois m'inspirer de ce modèle-là pour sortir de ma zone de confort et aller vers un job, une activité qui me nourrit plus ou qui me fait gagner plus d'argent. Et en fait, à chaque fois quand tu sens qu'il y a quelque chose qui te fait te sentir inférieur, au lieu
justement de rester dans quelque chose de négatif qui ne sert à rien, tu peux utiliser ça comme un modèle, que ce soit dans ton couple comme ailleurs, hein. Donc j'arrête de comparer nos salaires, j'arrête de lier salaire égale valeur humaine, j'arrête de lier physique égale valeur humaine, j'arrête de lier il est éloquent et drôle à il a plus de valeur que moi. Ce que je voudrais, c'est que tu écrives tout de suite 10 valeurs que tu admires profondément chez les autres. 10 choses que tu admires comme qualité humaine, comme valeur humaine. Ça peut être l'authenticité, la bienveillance, l'honnêteté, l'altruisme. Écris-les sur le papier, on y reviendra plus tard. Étape 2, incarner ce que tu admires. Donc tout ce que tu as noté sur ta feuille, les 10 choses que tu admires profondément. Parce que beaucoup de femmes me disent « Margot, moi, j'ai pas confiance en moi ». Ça, c'est un petit peu la grande phrase qu'on entend partout. Mais ça veut dire quoi ? En réalité, quand tu crois que t'as pas confiance en toi, c'est parce qu'en fait, tu n'incarnes pas à 100% les valeurs humaines que tu admires. Je t'explique. Quand on dit ça, c'est qu'on navigue dans la vie en étant dissocié de notre vraie nature, de ce qu'on admire vraiment, de ce qu'on veut vraiment incarner. Parce que quelqu'un a appuyé sur tes boutons émotionnels, quelqu'un a réveillé des blessures non transmutées, non procédées, stockées dans ton corps, qui font que au quotidien, tu vas réagir comme un dragon. Tu vas te sentir hyper déclenché et réagir d'une façon qui n'est pas toi. Et au fond, tu sais très bien que c'est pas comme ça que tu es quand tu es froide, quand tu boudes, quand tu es piquante. C'est juste une façade de protection. Ce qu'on appelle un mécanisme inconscient de protection. Quand tu es en mode survie et que ton cerveau cherche à te protéger d'une potentielle menace. Et le jour où tu gagnes vraiment plus en confiance en toi, c'est le jour où tu te disciplines à incarner les valeurs humaines que tu admires chez les autres. Même quand il y a un bouton émotionnel qui est activé. Alors ça veut dire quoi et comment on fait ? Déjà, apprendre à comprendre et gérer tes déclencheurs émotionnels, décider de ne plus réagir comme un dragon, ne plus être en gros emotionally driven, ne plus être esclave de tes émotions négatives, de tes blessures émotionnelles. Comment on fait dans le quotidien ? Tu lui parles d'un truc et il est un peu dans sa bulle, il est encore sur son téléphone et tu dis mais il en a vraiment rien à faire de moi, il me respecte pas. Presse pause. Conscientise ce qui est en train de s'activer en toi et tout de suite reconnecte au cortex préfrontal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand tu te sens que tu es activé et que tu rentres en mode survie, ton cortex préfrontal se déconnecte parce que quand on doit attaquer ou fuir, on n'a pas besoin de faire des maths. Donc on envoie l'afflux sanguin vers les jambes pour fuir. Donc, le siège de la logique, ton cortex, il est momentanément hors ligne. C'est pour ça que tu vas voir les choses de façon très très diabolisée et tu vas être du coup hyper énervé contre l'autre parce que tu es activé émotionnellement. Alors que quand tu presses pause et que tu fais une respiration intense sur le moment, ça va t'aider à reconnecter très rapidement et très efficacement au cortex. Donc tu peux faire un 3-6. 3-6, c'est un bon ratio. Il faut vraiment que l'expiration soit 2 fois plus longue que l'inspiration. Donc tu peux faire. Ça, c'est une respiration complète et tu m'en fais au moins 10. Pour reconnecter au boss, tu vas voir, c'est fulgurant, c'est très très efficace pour reconnecter. Et tu décides consciemment de ne pas agir en pilote automatique. Par exemple, si ton pattern c'est plutôt fight et tu vas attaquer et lancer un pic, tu décides de ne pas rentrer là-dedans, de stopper le pattern. Et à chaque fois que tu fais ça, tu rayes le circuit neuronal du comportement automatique. Maintenant, si tu veux gagner du temps ou si tu sens que c'est vraiment très fortement actif au quotidien et que malgré une belle compréhension du schéma, tu n'arrives pas concrètement à la stopper et que ça tourne en boucle, tu peux gagner des années et entamer une thérapie brève parce que c'est extrêmement efficace. Si tu as déjà fait de la psy sur 2-3 ans et que tu as une bonne connaissance théorique mais que c'est toujours activé dans le corps, tu peux te lancer dans un coaching PNL, dans le breathwork, le MDR, l'EFT et j'en passe. L'important, c'est que tu choisisses une méthode qui t'appelle et un ou une thérapeute avec qui tu as vraiment une bonne connexion, tu te sens en confiance, ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. 3. Pratiquer l'art du recentrage. Maintenant que tu sais ce que tu admires vraiment chez l'autre, que tu te disciplines à incarner davantage ces valeurs au quotidien. Il y a une autre étape qui est vraiment importante, c'est justement la discipline de pratiquer ce recentrage quotidiennement. Quand tu vas te surprendre, parce que ça va arriver, à repartir dans une comparaison malsaine, du style « il est beaucoup plus beau que moi, il a plein de filles qui lui courent après, moi personne ne me drague, il a plus de valeur que moi, je suis moins bien que lui ». Toutes ces bêtises-là, tu presses pause et tu te recentres sur tes valeurs. Tu te les répètes
vraiment. Donc, soit mentalement, soit tu les verbalises. Je suis authentique, je suis curieuse. Il a beaucoup de chance d'être avec moi. Tu retournes la caméra. Si tu veux, et ça c'est mon petit tips, c'est ce que moi je faisais quand j'étais en dépendance affective dans ma toute première relation amoureuse. Tu vas devant un miroir quand tu fais ça. Tu te regardes dans la pupille noire pendant plusieurs secondes. Tu attends comme ça et tu te répètes ces choses-là pour reconnecter aussi à cette part de toi qui est déjà complète, qui a besoin de rien ni de personne, qui arrive et cul nu dans cette vie, qui va repartir cul nu de cette vie. Ton higher self, ton toi supérieur, ton âme, appelle ça comme tu veux, c'est cette part de toi que tu as tendance à oublier momentanément dans des moments où tu te crois inférieur à l'autre et qui est là. C'est vraiment une sensation de reconnexion et d'empuissancement. Quatrième et dernière étape, challenge-toi. Just do it. Si au quotidien, tu te focalises sur tes valeurs humaines, ta confiance, elle va s'améliorer, mais elle va vraiment exploser et passer au niveau supérieur quand ta liste de fierté s'allonge. Et elle ne peut pas s'allonger si tu restes exactement dans la même zone de confort, jour après jour après jour. Et que ce qui te fait peur, ce qui te dérange, tu ne l'affrontes pas. Tu dois te challenger ponctuellement pour sortir de ta zone de confort et te prouver que tu es beaucoup plus forte et que tu as beaucoup plus de ressources que ce que tu ne crois. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiante, que j'avais la vingtaine, 18-20 ans, ma seule fierté à ce moment-là, c'était mon corps. Je me butais à la salle de sport 7 jours sur 7. Je me prenais même pas de jour de repos pour avoir un fessier rebondi et un ventre plat. C'était ma mission d'avoir ces deux choses-là. Pour entrer dans ce qui est socialement valorisé dans les normes de beauté occidentale, c'était vraiment mon seul point de référence. Ensuite, j'ai travaillé dur pour aussi mettre autre chose sur la liste parce que j'avais quand même beaucoup d'insécurité, forcément, quand tu crois que la seule valeur que tu as, c'est ton corps. J'ai commencé à travailler dur pour aussi avoir la réussite universitaire. Deuxième checkpoint. Mais je sentais que quelque chose manquait. Alors, j'ai commencé à me challenger et à entamer le voyage solo. Mon premier voyage, je m'en souviens très très bien, c'était à Londres. Je suis partie 5 jours. J'avais la trouille, je te promets. J'étais dans l'avion, je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire? S'il m'arrive quelque chose là-bas, j'ai un anglais approximatif, je suis livrée à moi-même, qu'est-ce que je vais faire quoi? Imaginons même à cette époque, je faisais beaucoup de crises d'angoisse, je fais une crise d'angoisse dans la rue, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Ça a été une révélation. Et ensuite, d'ailleurs, je suis partie 2 mois en Australie. C'est là que j'ai rencontré Pato et que ma vie a complètement changé. J'ai décidé de déménager et de partir le rejoindre. Et on s'est plus quitté depuis ce jour-là. Autre checkpoint. Puis, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en arrivant en Australie. Et je vais pas te mentir, j'étais terrorisée de lâcher mon CDI de prof des écoles. CDI de 40 ans auquel j'avais galéré pour avoir le concours. J'ai galéré, mais c'est justement ça qui rend ta fierté, qui rend ta réussite encore plus savoureuse, encore plus intense et qui booste encore plus ta confiance en toi, ton empuissancement. La clé, elle est clairement là. Quand tu as peur de faire quelque chose qui t'attire, c'est un message de la vie qui te dit, cocotte, c'est exactement ce dont tu as besoin pour grandir et t'empuissancer. T'as peur d'aller manger solo au resto parce que, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ils vont penser que je suis bizarre, que j'ai pas de potes. Fuck off and go. C'est exactement le challenge que la vie t'envoie pour grandir et t'empuissancer. T'as peur de prendre la parole en public? Commence par des baby steps. On passe pas de j'ai peur de prendre la parole avec mes collègues à je vais monter sur une scène. Baby step, commence par te challenger à prendre au moins une fois la parole aux réunions d'équipe avec les collègues. Même si c'est juste pour poser une question plutôt que pour donner un avis. Baby step, vas-y, challenge-toi à chaque fois un peu plus. T'as peur de porter une robe rouge et des talons parce que on va trop me voir, on va voir mon corps, je préfère qu'on me voit pas, etc. Demain, tu vas faire du shopping, tu t'achètes cette robe rouge et ces talons, tu vas faire un date avec ton cum et tu mets cette robe rouge et tes talons. Challenge-toi. La confiance en toi et ensuite donc dans ton couple pour te sentir d'égal à égal, elle ne vient pas avant, elle vient après. Après le truc qui te fait flipper, que tu fais quand même si t'as peur, et ensuite tu te sens ultra fière, ultra puissante. Et un dernier exercice que je voudrais que tu fasses, c'est que tu notes 5 choses que tu n'osais pas faire jusqu'à maintenant. Tu peux t'inspirer des exemples que j'ai donnés et tu prends ton agenda. Tu regardes la date dans 2 mois. Quelle date on est aujourd'hui? Et tu vas jusqu'à dans 2 mois. Sur ces 2 mois-là, je veux que tu aies fait ces 5 challenges. Tu mets déjà les dates auxquelles tu veux avoir fait chacun de ces challenges-là. Tu commences peut-être par le moins challengeant, baby steps, mais à la fin des 2 mois, tu as fait ces 5 challenges. Écris en commentaire sous la vidéo les 5 challenges que tu vas faire. Écris la date butoir également. Just do it. Prends bien soin de toi. Mouah.